Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Rêve olympique, notre dossier du jour sera consacré aux sélections rwandaises. Comment se préparent-elles? Élément de réponse au cours de cette émission. Au sommaire également, un nouveau témoin a été appelé à la barre ce lundi à La Haye dans le cadre du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il s'agit de l'ex-ministre ivoirien des droits de l'homme Joël Nguesson. Et puis la République démocratique du Congo est passée de 11 à 26 provinces en 2015, qui est devenue celle du Katanga depuis lors. Eh bien, nous en parlerons avec nos éditorialistes. Alfred Chango, bonsoir Alfred. Merci Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis aussi merci de leur accueil. Gracien Ropinikiza, bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Et Mahamé Traoré. Mahamé, bonsoir. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé se poursuit à la Cour pénale internationale. Une reprise marquée par l'audition d'un nouveau témoin, Joël Nguesson, ancien ministre des Droits de l'Homme et actuel porte-parole du RDR. On fait le point tout de suite avec Mariama Dramé. C'est à visage découvert que l'ancien ministre ivoirien des Droits de l'Homme Joël Nguesson a témoigné ce lundi devant les juges de la CPI. Sur demande de l'accusation, l'ancien ministre, par ailleurs porte-parole du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir, a tenu à donner ce qu'il appelle sa part de vérité sur la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de l'investiture du président Gbagbo, on a découvert un charnier. Un charnier dans le quartier Yopougon, non loin de la maison d'arrêt et de correction. Les témoignages que nous avons font état de près de 52 morts, tous déshabillés et réunis à un lieu. Je peux vous dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu nous établir exactement qui a tué ces 52 personnes, qui est responsable de leur mort. Témoin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, le témoignage de Joël Nguesson ne se vaudra ni à charge ni à décharge. Selon lui, ce procès est celui du diagnostic des années de démocratie mal gérée en Côte d'Ivoire. C'est comme si ces 52 personnes se sont réunies à un endroit, se sont tirées elles-mêmes des balles dans le corps, après s'être déshabillées. Plus grave, même les procès qui ont pu avoir lieu sur cet événement n'ont jamais abouti à incriminer quelque personne que ce soit. Je peux vous dire que cet épisode douloureux, qui est une marque flagrante d'impunité, avec d'autres types d'impunité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vont constituer le terreau fertile de ce que nous avons connu comme crise dans notre pays. Accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le procès de Laurent Gbagbo et le leader de l'ex-Galaxie patriotique s'est ouvert depuis janvier à la Cour pénale internationale de La Haye. 3000 personnes ont perdu la vie lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Quel impact peut avoir le témoignage de celui qui aujourd'hui est le porte-parole du parti du président Alassane Ouattara après avoir servi sous Laurent Gbagbo? Seuls les juges de la CPI ont la réponse. Gracien, que peut-on retenir du témoignage de Joël Nguesson à la Cour pénale internationale? Bon, on retient, il y a des éléments qui donnent, mais en réalité, on a besoin, je pense, dans ce genre de procès, on a besoin de... Quand on est témoin, on doit être à charge. On ne peut pas être ni à décharge, ni à charge. En réalité, ce qu'il dit, bon, il y a ce qui s'est passé, la violence, les gens qui sont morts, mais il appartient maintenant dans un parti qui est au pouvoir actuellement. Sûrement qu'il y a
devait y avoir des enquêtes pour dire qui était assassiné, pourquoi, et ces gens-là venaient de quel camp. On identifie les gens, même quand les gens sont nus, ils ont été tués, même on arrive à identifier les gens qui sont brûlés. Mais pour moi, c'est un témoignage qui ne va pas beaucoup faire avancer le procès, et je pense que c'est un témoignage qui ne va pas non plus réconcilier le pays, parce qu'on a besoin vraiment des cas concrets, disons, avec des éléments probants qui poussent le pays à ce que les gens soient accusés en même temps qu'il y ait une réconciliation, mais à partir des éléments tangibles. Vous partagez ce point de vue, Mahamé? Bon, pas tout à fait, parce que je me dis, au moins ces déclarations peuvent faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a ce besoin de réponse jusqu'à présent par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on est devant la Cour pénale internationale, il y a des témoins qui défilent, mais il y a une certaine forme d'impuissance sur des choses qui se sont passées, qui jusqu'à présent ne sont pas réglées. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est un peu difficile ce processus de réconciliation, parce qu'on a l'impression qu'il y a des parties qui restent encore sans qu'on les ait écoutées. Et je pense que c'est symptomatique de ça, en fait. Alors Alfred, lors de la crise post-électorale, Joël Nguessan faisait partie du camp qui est aujourd'hui incriminé. N'a-t-il aucune responsabilité finalement? À l'entendre, et puis après lecture de beaucoup d'autres choses que Joël Nguessan a dites sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, parce qu'il a lui-même aussi perdu ses gardes du corps, et la perte de ses gardes du corps, il l'attribue très nettement aux forces de milice de Laurent Gbagbo, sans rechigner. Mais ce qu'il y a de dramatique dans cette histoire, et je pense effectivement, d'abord c'est un gâchis, un joli gâchis vraiment politique, joli gâchis humain. On n'en serait pas arrivé là, on n'en serait même pas à La Haye aujourd'hui si Laurent Gbagbo avait accepté les résultats issus des urnes. Et je pense que la leçon vraiment qu'on peut tirer, la réconciliation, elle est en train de se faire petit à petit, malgré les errements du processus. Mais c'est de dire qu'en Afrique, les gens ne doivent pas perdre leur vie pour des individus, deux personnes qui se battent pour le pouvoir. Mais enfin, regardons en Occident comment ça se passe, les élections. Le président en cours, il perd les élections, il se retire. Il ne s'accroche pas au pouvoir. Mais pourquoi les nègres, quand ils arrivent au pouvoir, ils s'accrochent, ils ne veulent pas partir et on arrive à ces genres de désastres. Là, le procès de Laurent Gbagbo a lieu, mais dans d'autres pays, on a vu ce que Denis Sassou Nguesso a fait au Congo-Brazzaville, on voit ce que Kabila est en train de tenter de faire en RD Congo, on voit ce qu'Nkurunziza a fait au Burundi. C'est comme si nous ne tirions pas les leçons justement de ces tragédies que nous vivons. 1994, il y a eu génocide au Rwanda. Tout le monde a dit plus jamais ça. Après cela, on recommence avec les mêmes histoires. Les hommes au pouvoir n'arrivent pas à comprendre que le pouvoir ne leur appartient pas, mais il appartient au peuple, qu'on est au service et que donc, quand on a fini son mandat, on se retire, on laisse celui qui a gagné. Merci Alfred. Alors pour revenir sur le sujet qui nous intéresse ce jour, Gratien, le témoin du jour, a été membre du MFA et puis du FPI, entre autres, avant de rejoindre le RDR. Pour certains, cela remet en cause sa crédibilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. Ça remet en cause la crédibilité, parce que même si on change de camp, on a toujours quelque chose qu'on garde par rapport à l'autre camp. Et donc, cela veut dire que finalement, son témoignage, ce n'est pas vraiment un élément probant, parce que l'élément qui pourrait déjà apporter un bon témoignage, c'est quelqu'un, par exemple, qui a été dans le camp de Gbagbo, qui est resté, et à un certain moment, qui sort de l'ombre, maintenant, qui dit « je vais témoigner ». Cette fois-ci, on peut dire qu'il a beaucoup d'éléments. Mais sinon, on peut se dire que il est téléguidé par le pouvoir actuel, et en même temps, on se dit, bah, il y a les gens, les pro-Gbagbo, qui disent, il y a ce qui s'est fait dans le Nord aussi, mais ces gens-là ne sont pas à la CPI, elles ne sont pas à la Haye, donc finalement, on se demande pourquoi il vient témoigner. Alfred, très rapidement, quelle lecture faire du choix de témoigner à visage découvert? Je pense que ce choix, il est non seulement courageux, mais il voudrait donc dire aux Ivoiriens,
d'avoir le courage justement de leurs opinions, ceux qui ont été meurtris, peu importe le camp où ils se retrouvent, de pouvoir témoigner publiquement pour que, effectivement, on sorte de ce jeu d'impunité. En réalité, on contraint les victimes à ne pas témoigner parce qu'on les menace après. Donc, justement, je crois que c'est un encouragement à dire « ayez le courage de votre opinion, témoignez publiquement ». Merci Alfred. Dans l'actualité également, une nouvelle carte territoriale s'est dessinée en République démocratique du Congo en 2015. Le pays est passé de 11 à 26 provinces. Celle du Katanga, longtemps considérée comme le moteur économique, a été divisée en 4. Tout de suite, place au débat. Alfred, une des préoccupations lors de ce découpage était la répartition des ressources. De nombreux Congolais craignaient que certaines parties du territoire soient pénalisées, notamment les zones les moins riches. Qu'en est-il? Alors déjà, on a vu il y a à peine un mois, tous ces nouveaux gouverneurs élus, après des manœuvres, je vous passe ici, du pouvoir actuel pour placer ces hommes. Et d'ailleurs, ils ont pratiquement raflé toutes les provinces. Ces mêmes gouverneurs exigeaient justement du gouvernement d'obtenir les fonds de roulement, les fonds de gestion, parce que les gouverneurs n'ont pas les moyens justement de la politique de ce découpage. Mais plus fondamentalement, le découpage est prévu par la Constitution depuis 2005, la Constitution de 2005. Et la question qu'on se pose toujours par rapport aux politiques congolais, c'est de se dire, mais pourquoi depuis 2006, Kabila a été élu après la mise en place de la nouvelle Constitution, pourquoi n'avoir pas lancé cette opération de découpage des provinces? Pourquoi attendre juste à la fin justement de son mandat? Et c'est là qu'on voit toute la logique qui est derrière ce découpage-là, c'est de vouloir tricher une fois encore en mettant en place des hommes qui sont proches du pouvoir pour que si les élections avaient lieu, qu'ils puissent encore faire comme en 2011, truquer les élections et puis proclamer le candidat du PPRD comme gagnant. Alors, Gratien, sur le plan politique, beaucoup ont estimé que ce redécoupage visait à déstabiliser l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui s'était opposé à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Qu'en pensez-vous? Bon, il y a quelque chose de vrai, parce qu'en fait, toute l'attention s'est focalisée sur le Katanga. Il y a d'autres provinces qui ont subi le découpage, mais c'est surtout le Katanga riche d'abord, parce qu'on disait qu'il fallait que les ressources minières soient partagées avec d'autres provinces. Toujours, ce sont les provinces qui sont dans le Katanga. Et le Katanga, c'est le fief de Moïse Katumbi. Donc, ce qui fait qu'en divisant le Katanga, le pouvoir a l'impression aussi de réduire la force de Moïse Katumbi, alors qu'il est finalement, même si on découpe quelqu'un qui est populaire dans une grande zone, si on découpe en 3, il reste populaire dans les 3 provinces. Donc finalement, ça ne règle rien. Bon, il y a de cela, mais en même temps, c'est que, Alfred l'a bien dit, au niveau de, disons, pour les élections prochaines, une éventualité de tricherie. Mais en même temps, c'est qu'on peut dire, même si on a fait le découpage pour répartir les richesses, toujours, il n'y a pas cette répartition de richesses, parce qu'avec les mêmes provinces, on aurait pu répartir autrement les richesses avec une loi. Tout simplement. Alfred, je vois que vous avez envie de réagir. Ah oui, mais Gratien a tout à fait raison. Déjà, à l'époque de 11 provinces, la loi disait on va procéder par péréquation. Toutes les provinces versaient à la caisse de l'État leur contribution et puis l'État reversait en retour aux provinces. Mais jusqu'à il y a 2-3 ans, le gouvernement n'a jamais rétrocédé aux provinces. Et donc, il y a eu à un certain moment fronde des gouverneurs de l'époque, sous la conduite d'ailleurs de Moïse Katumbi, pour dire, mais dans ce cas-là, nous refusons de reverser à l'État, nous retirons notre part et puis nous versons à l'État sa part. Alors ça a suscité là encore des polémiques et aujourd'hui on se retrouve pratiquement dans la même situation. Alors Gratien, le gouvernement congolais dit ne pas avoir les moyens financiers d'organiser la présidentielle, mais a tout de même organisé l'élection des gouverneurs. Était-ce finalement une priorité? Oui, justement, c'est pas parce que c'est pas une priorité. On sait bien, on parle chaque fois en Afrique de difficultés financières pour organiser des élections présidentielles, législatives. Regardez en Afrique, quand on veut changer la Constitution, on organise les référendums
la même chose, c'est la même chose que les élections présidentielles, mais on a l'argent pour organiser les référendums afin d'avoir un 3e, 4e, 5e mandat. Cette fois-ci, du moment quand il y a la volonté du pouvoir, du président, il trouve l'argent. Une élection, on peut faire les urnes dans des préfabriqués, on peut même mettre des cartons, on peut faire tout. On organise les élections s'organisent, c'est la démocratie, ce n'est pas l'argent qui manque. À RD Congo, même il ne faut pas, on a traîné pour, disons, faire le recensement. Le recensement, ça se fait facilement et on organise les élections. Donc voilà, on ne sait pas éventuellement où est-ce qu'ils vont s'acheminer. Mais quel regard portez-vous sur ce redécoupage territorial en République démocratique du Congo? Le regard que je porte à cela, c'est la même problématique dans beaucoup de pays africains. On a un État central fort qui draine toutes les ressources et finalement, il y a ce problème de redistribution des richesses. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le cas, on a l'impression que le pouvoir essaie de légitimer cela pour des raisons économiques, mais on le voit bien que c'est pour des raisons électoralistes. Donc j'espère que le Congo ne va pas s'embraser encore avec ce problème-là parce qu'on en a presque assez de tout ce qui se passe en Afrique pour des questions de pouvoir. Alfred, pour revenir justement sur la question du Katanga, cette province joue un rôle majeur dans l'économie congolaise. Est-ce que la région ne risque-t-elle pas finalement à long terme de perdre son poids décisionnel? Alors, avec ce découpage. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a voulu priver, entre autres, Moïse Katumbi du Katanga utile, où il y a justement toutes les mines de cuivre, de cobalt, etc. Pour le moment, ce qui fait que le Katanga s'en sort, c'est que les Chinois sont présents sur le terrain. La vraie question, c'est s'il y avait ce désengagement justement des Chinois. Les Américains, on l'a vu, ils se sont retirés, ils ont revendu leurs concessions aux Chinois pour 2 milliards de dollars à la tête, au nez à la barbe du gouvernement congolais qui s'en est aperçu quand c'était déjà trop tard. Ça voudrait dire effectivement que pour le moment, ce risque-là n'existe pas, mais le risque existe pour les autres provinces qui n'ont pas autant de moyens que le Katanga. Et c'est là où justement on attend le gouvernement actuel pour savoir, mais voilà, ces provinces que vous avez créées vont fonctionner comment? Si je vous disais que vous partez dans certaines provinces, le gouverneur, il n'y a même pas de palais de gouverneur. C'est dans une case au toit fuyant et des choses comme ça. Mais vous vous dites, enfin, mais vous avez créé ces choses-là, pourquoi? Et je pense effectivement qu'il y a intérêt à essayer de donner le minimum de moyens pour que les choses fonctionnent. Mais à l'allure où vont les choses, je ne suis pas certain que ça puisse le faire. Merci Alfred pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.